Merci beaucoup Georges pour ces quelques mots et puis surtout pour cette invitation dans une journée fort riche, sans mauvais jeu de mots, puisqu'nous sommes invités à parler de parents pauvres. D'ailleurs, je pensais que dans le genre du parent pauvre, il y avait le père Goriot, et que effectivement peut-être que le document d'archives était le père Goriot de la donnée, c'est-à-dire il était très riche puis il a tout perdu pour offrir à la donnée en sacrifice sa descendance, comme le père Goriot avec Madame de Nuncingen, Delphine. Bref, non, quelques remarques ou quelques mots d'introduction avant de vous emmener, j'essaye vraiment de le faire en 20 minutes, dans ce petit voyage, en effet. Au fond, ce qui me surprend dans cette réflexion que vous avez conduite et qu'on mène ensemble, c'est que le mot document, on n'a pas parlé du monument, mais c'est quand même une vieille opposition que Le Goff avait abordée dans l'encyclopédie Einaudi, mais l'article n'a jamais été traduit, mais ça a été ensuite repris dans différents textes de Le Goff. Mais puis surtout, le Foucault lui-même, on a fait et Nora, beaucoup de commentaires étymologiques. Ce qui est finalement frappant entre document et données, le point commun, il me semble, c'est que ce sont deux termes qui, finalement, marginalisent la question de la provenance. Au fond, même voire la nie, ou plutôt l'efface, puisque le document s'intéresse avant tout à sa fonction, docéo, savoir, monument, mémoire, mais surtout au support, finalement. On l'a déjà beaucoup évoqué, de la même façon que la donnée, évidemment, s'impose comme, ou la data, comme par l'imaginaire qu'elle transporte de l'usage, c'est de l'ingestion, c'est quelque chose qui est déjà tout à fait exploitable. Et dans les deux cas, donc, il y a comme une impasse sur ce qui fait pourtant la particularité du raisonnement archéologique des archives, ou archivistique si on veut, c'est-à-dire la question du contexte et de la provenance. Donc voilà, pour moi, le problème, il est là. Donc le document lui-même est peut-être un parent pauvre, mais il a lui-même déjà, alors ça fait référence peut-être à la manière dont il a été traité au XIXe siècle dans le cadre de la mise en édition, qu'évoquait le texte récent de Joseph Morcel, voilà. Et dans tous les cas, de toute façon, on sait bien que tout ça a été un process de travail scientifique, et ça le reste, qui cherche à isoler des atomes, au fond, des atomes, des faits qu'on puisse intégrer pour une division sociale du travail scientifique. Parce que derrière tout ça, il y a en fait, bien entendu, toute une sociologie supposée de qui va préparer les données, les ingénieurs, les petites mains, qui va les avaler, qui surtout va les interpréter. Et là, c'est l'esprit qui descend sur les eaux, bien entendu. L'esprit académique, ça va de soi. Bref, donc, alors que les archives sont des objets avant tout, et des épaves, la plupart du temps, des matériaux organiques, des choses qui n'ont évidemment pas été faites pour être avalées ou digérées, mais tout notre effort, justement, c'est précisément, enfin, on mange les morts, on le sait depuis Michelet, donc continuons donc à grignoter. Voilà, c'était juste pour... Enfin, plus qu'à grignoter, je veux dire, voilà, voilà, bref. Ah. Hein, voilà, oui, c'est ça. De toute façon, on est tous nécrophages. Ou en tout cas, peut-être qu'on ne l'est pas, justement. Et puis l'autre tension, c'est pas seulement la tension document-donné qui nous gouverne, je ne crois pas qu'elle ait été soulignée depuis ce matin, c'est la tension entre document et texte. Parce que quand même, l'ancien souverain, celui qui s'était imposé avec le structuralisme, c'est quand même le texte, quoi, le tissu, quoi. Et effectivement, les archives se prêtent mal à cette textualisation. Du monde et du savoir, et ça c'est quelque chose aussi qui évidemment fait rejouer tout ce qui concerne l'octorialité et toute l'ambiguïté, le fait qu'il n'y ait pas d'auteur d'archives, etc., qu'il faille le rappeler à chaque fois, les archives n'ont pas d'auteur, etc., puis les archivistes disent mais bien sûr nous on parle de producteurs et tout le monde est censé comprendre, alors que effectivement la plupart des usagers ne comprennent pas pourquoi tout d'un coup il y a un producteur, on dit quoi, de télé, de radio, bon, voilà, et surtout aujourd'hui, je veux dire, producteur en intransitif, oui, voilà. Bon, bref, voilà. Donc texte, je pense qu'il faut aussi, et la dernière intervention va dans ce sens-là, reposer la question de la tension de ce parent pauvre avec le texte, puisque beaucoup et je connais mal les Robert Escarpi, mais j'imagine que l'usage du mot document, en tout cas en littérature et en critique littéraire, c'est une façon toujours, c'est l'antitexte, c'est tout ce qui n'est pas
authentifié, sacralisé comme un texte avec un auteur, c'est-à-dire un début, une fin. Et effectivement, les archives n'ont ni début ni fin. Et puis elles sont jamais closes sur elles-mêmes. Elles sont toujours manquantes, lacunaires, etc. Alors que le texte, lui, s'invente comme une totalité, par définition, et voire même comme un récit, selon... Voilà. Bref, donc, alors maintenant, revenons à ce que Georges m'a demandé de vous présenter, c'est-à-dire, au fond, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'opération, alors là, tout à fait à la mode, hein, de l'ERC Open Jérusalem, à la mode, on va dire, managériale de la science aujourd'hui, puisqu'il s'agit du résultat d'une ERC, donc conduite entre 2014 et 2019, et à laquelle j'ai pu participer dès l'origine, depuis les Archives nationales, avec une convention qui a été d'ailleurs négociée avec, au départ, une personne qui est au fond de la salle, mais qui n'est plus aux Archives nationales aujourd'hui, qui s'appelle Elsa Marguin, que vous entendrez tout à l'heure, qui ensuite a fait des petits et qui a donc évolué. Et en effet, l'idée, je vais essayer de résumer les choses, était assez simple. C'était au fond de monter un projet d'archives sur un domaine où il n'y a pas, et ça c'est très important, sur un pays, comme vous le savez, où il n'y a pas de souveraineté historique rétroactive, ou plutôt la souveraineté actuelle de l'État d'Israël, de la ville de Jérusalem en tout cas, enfin, d'ailleurs elle est tellement pas établie qu'elle fait la question de du siège même de la souveraineté pose problème, donc elle a a fortiori la souveraineté territoriale sur les archives, hein, entre spoliation, etc. Mais donc surtout, de toute façon, l'État palestinien, qui n'existe pas vraiment comme vous le savez, lui-même n'a pas non plus tellement de souveraineté rétroactive dans le passé, puisque de toute façon l'essentiel de sa mémoire écrite est plutôt du côté ottoman, donc est turc, pour le dire rapidement, ou anglais, ou enfin bref. Donc il y avait là, de mon point de vue, pour moi un point de vue d'archiviste, disons une expérimentation à grande échelle ou à petite échelle à faire sur justement un État qui n'a pas d'histoire, ou plutôt dont l'histoire archivistique est un instrument politique permanent. Donc ça, c'était l'enjeu de mon côté, et puis ça a rencontré donc effectivement un travail historiographique mené par un collègue, donc Vincent Lemire, qui donc vous voyez le résumé ici, ça sert à ça les PowerPoint, après tout c'est pas la peine de les commenter, voilà. En gros, vous voyez le taux de financement, je vais revenir un peu sur le détail, et toute la problématique, puisque l'idée d'ouverture avait été placée, c'est encore un mot fétiche des historiens pour désigner le processus ou l'opération historiographique, ouvrir les archives pour pouvoir les comprendre, et évidemment on l'a mis en quelque sorte au fronton, Open Archives Jérusalem, mais avec cette ambiguïté qui était effectivement de dire que c'est plutôt l'histoire de Jérusalem qui est fermée que ses archives, puisque les archives par définition elles sont partout, on va le voir, et surtout la question de l'ouverture est là encore un imaginaire extrêmement trompeur et qui est le grand objet de malentendu entre archivistes et historiens, surtout en France. Confère la grande crise des années 90, archives fermées, archives ouvertes, archives interdites. Bref, c'est exactement ce que nos deux collègues Jonathan et Antoine ont dit ce matin, c'est-à-dire la tension précisément entre, sinon le juriste, du moins l'administrateur, et l'historien d'autre part. Bon bref, donc cette question d'ouverture, je vais essayer de voir comment, au fond, elle était le malentendu initial d'une partie de l'équipe, et ce malentendu est devenu vertueux. Alors, c'est pas trop être béni oui de dire ça, c'est-à-dire qu'en fait, au fond, je pourrais presque vous raconter ce projet comme l'histoire d'une conversion, non pas d'historiens et de chercheurs aux archives, mais presque, d'une certaine façon, puisqu'en fait, l'essentiel de leur travail a consisté à faire des descriptions d'archives. Ils partaient avec l'idée, puisqu'il s'agit de former une équipe à deux niveaux, une équipe d'une dizaine de personnes au centre et puis une quarantaine de collaborateurs, l'essentiel des collaborateurs étant d'ailleurs des archivistes, mais aussi pas mal d'archivistes dans l'équipe cœur. L'essentiel du projet a consisté finalement à refouler l'idée d'exploitation, à retarder au maximum l'idée, non pas de dépouillement, mais bien d'exploitation, autre mot classique, minier,
d'extraction hein, de la voilà, de refouler l'exploitation. Finalement, il y a quasiment eu à pas un gros colloque, très peu d'études, mais par contre de mettre en valeur la description, c'est-à-dire de mettre en valeur en fait non pas l'existence des archives, mais plutôt la façon d'essayer non pas de les extraire, de les exploiter, mais bien de les traiter comme tels, puisque là, dans la plupart des cas, il s'agit d'archives qui sont encore dans des institutions ecclésiastiques, tout ce que vous voulez, consulaires même. Donc, au fond, la principale opération, c'est toujours de d'abord nommer ce qui pourrait être archive ou document d'archive, avant de tout de suite passer à l'étape de l'utilisation et de la donnée, même si le court-circuit est le rêve d'à peu près tous les usagers. Hein, mais il faudrait d'abord déjà désigner, pointer du doigt ces corps qui attendent de disparaître, comme tous les corps. Bon. Et donc, voilà, juste un petit rappel sur l'historiographie de Jérusalem. En effet, il se trouve que j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait une opportunité juridique, fondée en effet sur cette idée que évidemment les archives nationales israéliennes ne contiennent pas de documents sauf un fonds antérieur à 1948, ou des archives saisies, locales ottomanes saisies, mais en petit nombre, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc on n'est pas du tout dans une logique « allons taper à la porte des archives nationales », et puis elles sont éminemment politiques. Et alors encore plus numérisé, puisque ce fait partie des listes d'archives nationales du monde qui ont décidé de fermer leur salle de lecture. Le rêve de tous les managers, fermer la salle de lecture et ne faire que de la communication numérisée, ce qui veut dire la désinformation absolue, la mise en données égale la fin totale, voilà, la fin en fait, ça semble la fin, voilà. Donc le guichet absolument opaque. Bon, et là, en Israël même, c'est un des grandes polémiques. Alors, oublions les services d'archives, là, centraux, et donc il a fallu imaginer des pistes pour donc pas simplement croiser les sources, mais les trouver selon cette problématique de, comme je l'ai dit dans le petit résumé, faire l'histoire locale d'une ville globale, puisqu'en effet, ce qui est redondant dans notre projet, c'est à la fois, ou plutôt ce qui est concordant, c'est à la fois l'expérience archivistique de cette absence d'état rétroactif ou conflictuel dans la mémoire politique contemporaine, et d'autre part le fait que la religiosité du lieu prétendue fait qu'on nie toute forme de banalité. Il n'y a pas d'histoire banale de Jérusalem. Alors pourtant, les gens à Jérusalem font à peu près la même chose que tous les autres. Ne sont des corps, justement. Donc, la spécialité de Vincent Lemire, c'est précisément d'avoir fait cette histoire banale, locale, des circuits d'eau, etc., l'histoire urbaine, voilà, tout à fait au ras du sol. Donc, je prends juste cet exemple pour vous montrer, voilà, à partir de quelle piste on est parti. Cette photo très importante, d'un certain point de vue très symbolique, parce qu'elle marque justement une image un peu fantasmatique ou disons idyllique en 1901 d'un Jérusalem unifié, puisque toutes les communautés juives y compris sont représentées pour l'inauguration d'une fontaine qui existe toujours du reste au fond de la vallée dite de la Géhenne. Bref, et en fait cette photo qui se trouve à Londres dans les papiers d'un des grands acteurs de l'archéologie hiérosolomienne à l'époque, Konrad Schick, évidemment n'est véritablement, même data précisément et localisable, c'est bien classique, qu'en croisant plusieurs fonds qu'on va retrouver dans les quelques minutes qui me restent, c'est-à-dire les archives impériales ottomanes, les archives municipales, je vais y revenir tout de suite, les archives du Waqf islamique, qui évidemment sont les archives les plus anciennes locales, puisque c'est les archives des fondations, y compris du Haram al-Sharif, donc de l'esplanade des mosquées, mais qui évidemment sont les archives les plus inaccessibles, puisqu'elles sont même, justement, c'est les seules archives d'une certaine façon que l'État n'a jamais pu saisir, et elles sont même réfugiées, dupliquées en microfilm, en partie en Jordanie. Enfin bon, c'est des histoires très compliquées. Voilà. Et évidemment, d'autres fonds complémentaires. Le vecteur du projet, justement, c'était une opération historiographique classique, enfin, disons érudite, l'édition d'une épave retrouvée, niée pendant longtemps, c'est-à-dire 15 cahiers de procès-verbaux, très banal en termes de documents d'archives, c'est même de la municipalité de Jérusalem. Mais comme on estimait que cette municipalité n'avait jamais vraiment
existé sur le plan institutionnel, parce qu'on estimait que Jérusalem était trop un temple pour qu'il y ait une ville. Donc, or, il se trouve que ces archives avaient été saisies par les Anglais, puis par les Israéliens, donc déjà, et se trouvent dans les archives municipales courantes de Jérusalem. C'est 15 petits cahiers, ça tient dans la poche. Bon. Donc, en revanche, ils sont mi-arabes, mi-ottomans, c'est une quinzaine d'années, c'est une épave, et finalement, ça reste, au passage, ça reste le plus gros apport de données historique dans la base de données que je vous présenterai pour finir dans un instant. C'est-à-dire qu'au fond, c'est une édition qui est une sorte à la fois de vecteur et je dirais de toile de fond. Mais après tout, c'est la vie officielle censément urbaine de Jérusalem dans cette charnière 19e, 20e siècle, en tout cas avant 14. Alors évidemment, toutes les approches par logique de données, c'est-à-dire d'exploitation des historiens qui s'étaient engagés au départ, évidemment, étaient non pas vouées à l'échec, mais presque, puisque en effet, dès qu'on entendait des problématiques autour de l'espace public urbain, etc., les fonds et les documents ou les objets même, voire les monuments, se mélangeaient. Ah bah pour l'espace public, ah bah oui, bien sûr, il y a la tour de l'hôtel de ville qui a été rasée par les Anglais, etc. Mais en fait, il n'y a pas d'archives dessus, etc. Donc en fait, il y avait une confusion en permanence entre, au fond, des faits historiques et les documents avec lesquels on peut les traiter. Bon, je passe sur la présentation de l'équipe, mais il y a eu une ventilation au plus ou moins de ces différentes pistes. C'est une équipe évidemment internationale, puisqu'il fallait des locuteurs au moins de l'arabe, enfin surtout de l'ottoman en fait, puisque le principal verrou pour cette période, évidemment, c'est l'osmanli, puisque c'est une écriture arabe qui traduit du vieux turc, donc ça veut dire que ça demande quand même une certaine compétence, même en Turquie, disons qu'il y a peut-être une centaine de personnes véritablement experts dans ce domaine. C'est beaucoup mieux que les archivistes paléographes, enfin c'est beaucoup moins que les archivistes paléographes en France en termes de proportion par rapport à la population globale, et pourtant il y a 70 km d'archives ottomanes antérieures au 19e siècle, donc, qui sont les plus riches archives historiques, on peut dire, du vieux monde, je ne parle pas de la Chine, conservées puisqu'elles commencent à la fin du XIVe siècle. Et elles sont en grande partie inexploitées. Hein, évidemment, nous, à côté de ça, on tourne autour des procès-verbaux du Conseil des héros du roi en disant c'est extraordinaire, ça représente une goutte d'eau par rapport aux archives ottomanes, bien entendu. Mais ça fait partie évidemment de nos cultes. Bref, donc, je vais décomposer en 4 étapes la manière dont cette conversion, oui, c'est peut-être un peu excessif, s'est déroulée. 18 minutes, ça fait 18 minutes que je parle, j'ai mis le truc. Et à chaque fois, finalement, en fait, ça va pas vous étonner, en fait, au fond, tomber non pas sur un os, mais sur une nécessité de ne pas faire ce qu'on avait prévu de faire. Alors, localiser, selon le schéma de départ, on l'a gardé, c'est-à-dire de la cartographie des fonds à la mise en ligne d'un espèce d'hyper-inventaire, à part que finalement, l'hyper-inventaire, au fond, est devenu le principal livrable du projet, alors qu'au départ, ça devait être le livrable de la première année, on va dire. Bon, donc, et tout le monde s'en est trouvé content d'avoir participé à une œuvre archivistique collective sans être archiviste. Donc, au fond, ça, c'était comme une espèce d'immense école de formation archivistique, ce qui a permis d'ailleurs de donner corps au partenariat avec les archives nationales, puisque du coup, plusieurs ateliers de formation de collègues des archives nationales ont eu lieu, et puis quelques missions aussi d'archivistes des AN qui ont permis de mettre un peu de gaieté dans toute cette ambiance. Bref, donc, alors, en effet, parce que la première surprise, c'était de dire il n'y a presque rien d'immédiatement accessible archivistiquement à Jérusalem. Non pas que la vieille ville soit pas pleine de papiers, y compris privés, même si beaucoup ont été mis à l'abri depuis pas mal de temps, mais au fond, il n'y a pas de service d'archives qui permettrait, je dirais, à n'importe qui de commencer cette histoire, puisque même les procès-verbaux, vous voyez, sont planqués dans des archives contemporaines, en fait, d'une certaine façon. Et donc, voilà, il a fallu reconstituer, au fond, alors là, selon une problématique non pas archivistique, mais pleinement historienne, mais croisée aussi au raisonnement de la provenance des fonds et des producteurs, finalement, les différents grands producteurs potentiels, c'est-à-dire les grandes souverainetés qui se disputaient la ville au XIXe siècle,
avec évidemment la souveraineté ottomane et ses différents échelons d'intervention. Et puis, ce qui nous a conduit effectivement à voyager beaucoup en 4 ans, ce qui a permis d'ailleurs, entre parenthèses, dépenser les 1,42 million. Voilà, mais pas seulement, puisqu'il a fallu aussi payer quand même à la fin une vraie archiviste, Louise Corvasier, et en plus une archiviste, une e-archiviste, donc vraiment là, parfait, qui donc a été en fait, pour le coup, salariée pendant presque 2 ans pour mettre en symphonie tout ça, donc c'est quand même. Où est-elle maintenant ? Elle est toujours en freelance. Donc voilà. Donc avant, elle était à la MAE à Nanterre, et puis elle a quitté la MAE pour venir travailler avec nous. Et puis voilà, elle continue. Elle est à Nantes. Elle habite à Nantes. Voilà. Et je réponds à cette question. Bref, donc. Ça, c'est évidemment des graphes qui n'ont aucun intérêt, simplement pour essayer de justement montrer comment on a essayé de convertir les uns et les autres participants sur la nécessité de finalement de distinguer les créateurs d'archives des auteurs, des institutions de conservation. Donc on a fait comme ça des catégories différentes en distinguant justement producteurs et évidemment conservateurs. Je vous passe les détails. Bref, au fond, avec une des choses qui a été les plus convaincantes, qui prouve que bien entendu rien n'est jamais donné, c'est que évidemment, par exemple, le plus grand gisement d'archives sur l'Éthiopie n'était pas en Éthiopie, n'était pas au monastère éthiopien de Jérusalem, mais était à Saint-Pétersbourg, au bord de la Neva, dans un institut au centre oriental. Et là, vous pouvez ne pas me croire, mais les historiens ou les historiennes restent encore étonnés par ce genre de choses, alors que la logique administrative et institutionnelle est évidente. Les Éthiopiens sont schismatiques des Coptes et utilisent les orthodoxes pour essayer d'avoir leur indépendance à Jérusalem. D'accord ? Donc, qui sont les orthodoxes qui, à la fin du XIXe siècle, comme aujourd'hui du reste, ont de l'argent et soutiennent toute l'église orthodoxe qui possède l'essentiel de terrain à Jérusalem? C'est les Russes. Donc, évidemment, la Russie est un des grands gisements d'archives pour faire cette histoire et pour, évidemment, commencer à l'exploiter. Donc, je prendrai 3 cas, justement, de processus de conversion. Alors, un cas très classique d'archives rapatriées de Jérusalem, en l'occurrence les archives du consulat éthiopien, en différé, c'est-à-dire en fait juste au moment où on commençait le projet, et ça étonne toujours l'historien ou l'historienne de dire mais comment ces archives qui sont de la fin du 19e siècle, elles étaient encore à Jérusalem? Oui, effectivement, les archives ne viennent pas toutes seules aux archives, elles viennent même jamais toutes seules aux archives, donc elles ne sont jamais données là aussi, donc bon, elles sont toujours, même maintenant elles sont achetées, mais je veux dire, elles sont surtout, voilà, elles sont arrachées. Une autre exemple pour vous détendre, alors là, c'est la tribulation des tribulations, c'est qui nous a amené à Sofia pour récupérer des archives fiscales de l'Empire ottoman, et puis, plus encore, les archives du consulat de Prusse et d'Allemagne, cette fois-ci au cœur de l'Israel State Archive à Jérusalem. Alors, bon, là, les archives rapatriées, ça tombait bien, c'est-à-dire qu'on arrive au MAE aux archives du MAE italien, et paf, 1 an avant, ou 3 ans avant, les archives étaient rapatriées en caisse. Et comme ils n'ont pas de moyens, le projet, en gros, a fait du mécénat pour les archives du MAE italien. Classique, de toute façon, on pourrait faire ça dans tous les services d'archives avec tous les arriérés qui existent. Ok. Donc je passe, mais inutile de vous dire que les archives du consulat italien, pour les années 30, c'est relativement intéressant, puisque c'est pour l'Italie qui n'a pas tellement d'entrée dans l'État italien, dans le jeu international de Jérusalem, la communauté éthiopienne et sa population importante symboliquement était un cheval de Troie important. Alors, Sofia en 2 mots, parce que ça c'est absolument magnifique, c'est en gros l'histoire d'une destruction d'archives manquées, je le raconte en 2 mots. Les archives ottomanes, comme vous le savez, ont été entièrement, non pas conservées, mais désactivées en 1922, puisque la révolution alphabétique d'Atatürk a fait que toutes ces archives, 70 km, je vous le dis, sont devenues illisibles à 90% de la population en l'espace de 6 mois. C'est encore beaucoup plus efficace que le latin par rapport au français, vous voyez, paf. Et donc, on dit toujours, tout a été conservé. Et c'est vrai, d'ailleurs, ces archives centrales sont restées à la Sublime Porte, au pied de Topkapi, jusque dans les années 90, quand même. Bon, et plein d'inventaires, avec des modèles français, etc. Mais ils ont quand même détruit les archives comptables, faut pas déconner, ça prend trop de place. Donc, en 1924, un train entier de papier est parti d'Istanbul pour destruction. Mais destruction ne veut jamais dire destruction. Destruction veut dire revente de papier, bien entendu. Surtout quand c'est un train entier. Donc, il passe par Sofia.
parce qu'il est racheté en fait par un grossiste de papier qui se trouve être bulgare, et les Bulgares, quoique indépendants de 1878, se rappellent que dans leur mémoire, il y a tout l'Empire ottoman, puisqu'ils ont gardé tous les archives locales des gouvernements ottomans. Et là, il y a un mouvement extraordinaire d'érudits et d'intellectuels bulgares en 1927 qui fait pétitionne, etc., et qui arrive à nationaliser le train, qui est bloqué en gare pendant 1 an, et tout est transféré à la Bibliothèque nationale de Bulgarie. Et pendant 40 ans, c'est traité carrément à la pièce. De choses qui sont, vous le voyez, en fait, qui avaient déjà été cancellées. Enfin, plus que cancellées, il y a des choses, parce que c'était du papier qui était sur la route de l'usine à papier. Hein, je veux dire, voilà, c'était vraiment fait pour du recyclage. Hein. Or, on a à peu près des archives comptables qui remontent au XVe siècle, hein, bien sûr, et qui offrent une vision impériale à la Bulgarie et qui sont décrites à la pièce. Alors là, bizarrement, c'est en Bulgarie qu'on a les descriptions les plus fines d'archives qui auraient dû être détruites, alors que dans les archives ottomanes, je vais le dire dans un instant, à Istanbul, évidemment, elles sont décrites au dossier, voire même au registre, etc. Bref, autre exemple encore plus délirant, ou plus fort sur le plan symbolique, les archives du consulat d'Allemagne. Évidemment, la question pouvait se poser qu'en 1945, les Allemands n'allaient pas récupérer à Jérusalem les archives qu'ils avaient laissées en 1940. En effet, c'est pas si drôle que ça, parce que le rétablissement des relations diplomatiques entre la RFA, enfin l'établissement et l'État d'Israël, date de 1955. Donc pendant 10 ans, il n'y a pas de relations diplomatiques. Il n'y a pas de reconnaissance mutuelle. Or, en fait, ces archives étaient restées sur place, et en fait, elles ont été, alors c'est une histoire, l'enquête, je n'ai pas terminé l'enquête, mais elles ont été transférées dans différents monastères et puis récupérées par des intellectuels et des archivistes israéliens, mais de manière un peu... et elles ont été transférées à la fin des années 50 aux archives nationales israéliennes, et donc littéralement nationalisées, et ensuite microfilmées à Berlin. Mais en fait, à Berlin, alors là c'est un symbole de l'autre grande phase de dématérialisation que fut le microfilm, après l'édition des textes, à Berlin, elles sont microfilmées, mais sans inventaire, puisque le but était juste d'avoir le microfilm ou un inventaire sommaire qui doit faire une 20aine de pages. Bon, et elles sont du coup jamais utilisées, alors que dedans on a toute l'histoire, vous imaginez, des rapports entre le consulat d'Allemagne, les activistes palestiniens, les sionistes dans les années 30. Vous imaginez un peu la bombe, comme c'est pas inintéressant. A priori. Bon. Et qui remonte évidemment au milieu du 19e. Eh bien, ces archives, en fait, les archives nationales israéliennes l'ont, mais de manière segmentée, dispersée, puisque d'un côté on a un microfilm, de l'autre quelque chose qui n'a pas vraiment été décrit en Israël, sauf maintenant avec la numérisation. Ils numérisent des dossiers, et donc on en trouve, voilà, comme ça, vous tapez German Consulate sur le site justement des archives israéliennes, et alors là c'est tout et n'importe quoi, là c'est typique de la désinformation par la numérisation, puisque, d'ailleurs, vous voyez le petit logo, « This may take a moment, sorry ». J'aime beaucoup le logo où on attend, puisque c'est un DIMAB qui attend de recevoir le contenu de ses papiers. Voilà. Mais ça, c'est le logo quand les gens attendent de voir s'il y a des documents qui sortent de la base. Vous voyez ? Donc, on a quand même besoin de matérialiser mentalement le carton, même si à la fin, on va avoir qu'une liste informe et qui gomme complètement l'existence de ce fond, donc qui a disparu en fait de la mémoire, alors que c'est le fond d'autant qu'il contient, tenez-vous bien en plus, du fait de l'Anschluss, encore une logique administrative, les archives du consulat autrichien qui ont été rattachées au consulat d'Allemagne juste en 1938. Or c'était quand même l'empire concurrent des Ottomans à la fin du 19e, donc, et ça, tout ça on l'a découvert quasiment dans la dernière année. On a eu le temps de faire avec un stagiaire INP qui était de passage et que j'ai un peu mis ça au dernier moment, une description sommaire, mais au fond, voilà, c'est finalement peut-être ça le plus intéressant. Alors, je termine en disant que, évidemment, la deuxième phase, après ces identifications délicates, et qui donc, vous l'avez compris, par définition, interviennent jusqu'au dernier moment, le processus de collecte n'a donc pas été un processus de collecte d'archives, mais bien d'inventaire. Et rien que déjà collecter les inventaires quand il s'agit de fonds en plusieurs langues, avec des documents qui sont eux-mêmes, où une partie des inventaires sont dans une langue qui n'est pas celle des documents,
Hein, donc parfois on peut avoir 3 niveaux. Hein, par exemple, Arménie, Russe, vous allez voir. Bref, et à commencer par les Ottomans eux-mêmes, puisque en fait l'énorme base de données des archives centrales ottomanes est en fait une ossérisation des registres d'enregistrement de l'administration, ce qui fait qu'on a un niveau assez fin de granularité. À partir, vous voyez, finalement d'une registrature toute simple, classique du 19e, mais à l'intérieur il peut y avoir des documents dans toutes les langues, et surtout il y a des administrations et des ministères ottomans à partir de 1840 et des tanzimat qui se sont mis au français, formulaire y compris par définition. Donc il y a une grande partie des archives ottomanes du 19e qui sont en français, sur les travaux publics, sur des choses comme ça, et donc, mais elles sont décrites en osmanli. Ce qui est marrant, évidemment. Mais elles ne sont pas vraiment décrites, puisqu'elles sont plus signalées par les registres, etc. Donc vous voyez un peu le problème. On a sélectionné 20 000 ensembles, non pas documents, mais plutôt dossiers, à partir de ces registres. Et on en a extrait finalement 8 000. Et on a fait l'inventaire de ce catalogue, ce qui est totalement anarchivistique, mais qui est, au fond, l'inventaire d'une sélection thématique, une sorte d'hybridité totale entre la démarche archivistique et la démarche historique. Bref. Et donc pour une tentative de mise en données, avec un échantillon particulier sur les pétitions, évidemment, puisque c'est les pétitions humaines, ça c'est une pétition, voilà, classique, vous voyez, ça c'est une pétition, c'est la forme d'une pétition ottomane à la fin du 19e siècle, avec les signatures. Vous en avez encore aussi une autre forme ici, tout ça c'est les signatures, hein, c'est tout simplement les sceaux, la plupart du temps c'est des bagues, hein, vous savez, les bagues, quoi, voilà. Et on en a même des pétitions télégraphiées, vous voyez ici, et pour vous montrer voilà ce que ça donne sur un petit corpus. Donc là, c'est la mise, non pas en archive des archives ottomanes, c'est plutôt un échantillage de données sur un type de document très particulier. Vous voyez entre 1840 et 1915, et on voit très bien d'ailleurs que, vous voyez, le français. Les pétitions directement en français représentent quand même 4% des pétitions directement adressées à la Sublime Porte avant 1915. Hein. Bon, je passe sur tout ça. Alors, quand je disais collecter des inventaires, c'est ce qu'il y a de plus dur, évidemment, on le sait, y compris dans des archives nationales comme les archives nationales d'Erevan, qui sont remarquables parce qu'elles ont été soviétiques. Et l'archivistique soviétique est quand même l'archivistique la plus systématique qui nous est donnée de connaître dans... moi, je vous promets, tous les anciens dépôts d'archives des républiques soviétiques, enfin j'en connais 3 en tout cas, c'est remarquable parce qu'il y a une uniformisation de traitement. Et alors le problème évidemment c'est que c'est des inventaires en russe d'archives arméniennes. Donc il n'y a pas un seul document en russe à l'intérieur, puisque les archives arméniennes, surtout ecclésiastiques du Catholicos, antérieures à 1915, etc. Donc il faut jouer avec tout ça de la même façon que pour les archives russes aujourd'hui, mais ça je le signale, c'est assez compliqué, puisque en gros, quand on n'est pas citoyen de la Russie, il est assez difficile d'avoir accès aux archives du ministère des Affaires étrangères. Enfin, c'est même interdit, en fait. Depuis 1995 seulement, pour cause de représailles, hein, tout simplement, vis-à-vis de l'Occident qui ne reconnaît pas la victoire, entre autres, de la Russie en 1945. Ça, c'est explicite. Hein. Le patrimoine de la Russie est considéré, le patrimoine archivistique, il y a une loi de 1995 qui déclare son caractère inaliénable et dit qu'elle doit être en rapport avec la reconnaissance de ce sacrifice. Bref, évidemment Rome, je passe, et finalement c'est les lieux français qui sont non pas les plus difficiles à collecter, parce que ça il n'y a pas de problème, mais de fait les archives du MAE à Nantes, un magnifique archive du consulaire de Jérusalem rapatrié, magnifique, hein. Vous voyez, même avec carrément des billets, des échantillons de billets dans les archives consulaires, parce qu'on pense toujours que les archives consulaires, c'est pas intéressant parce que c'est en gros des histoires de consuls et d'état civil de Français à l'étranger, mais pas du tout, parce que quand elles ont été bien rapatriées, ce qui est pas toujours le cas, il y a toute la documentation locale, y compris des choses qu'on mettrait des heures à trouver, et notamment, par exemple, il y a un dossier entier de loi de circulaire de la municipalité dans les archives consulaires de Nantes, qui sont introuvables ailleurs, ou alors peut-être dispersés dans 15 lieux différents. Bon, voilà. Donc là, on a fait faire l'inventaire, puisque l'inventaire était, disons, commencé mais pas achevé. Et puis, finalement, on a même dû... Et là, vous voyez le paradoxe, pour pouvoir uniformiser, j'en arrive à ma conclusion, je vous promets, mon cher Georges, uniformiser tout ça, parce qu'après avoir collecté les inventaires, il fallait les traduire, puisqu'au fond, notre choix, c'était de faire une uniformisation de traduction de langue. Évidemment, notre langue était l'anglais.
Et notre langue reste l'anglais, puisque forcément c'est un projet européen, donc anglais. Et donc, par définition, oui, le RC, c'est indépendant de la communauté européenne. Donc l'Angleterre, par exemple, va rester dedans, hein, je vous le dis, si jamais... voilà. Et d'ailleurs, c'est elle qui a plus de 60%, qui a des projets pour le RC. Enfin, ça a dû baisser maintenant. Bref, donc on a dû traduire des inventaires français de la Courneuve. Vous voyez, donc on ne s'est pas arrêté à ça. Alors je passe évidemment sur toute la question de la numérisation. Tout le monde nous disait au début, il faut collecter beaucoup de photos. Alors quand on avait des microfilms, on en a profité plutôt pour sauvegarder, faire des copies en fait. En fait, on a utilisé la numérisation, parce qu'on avait un peu de crédit, une numérisation, je dirais, de sauvegarde, de duplication, notamment pour les registres du tribunal islamique, qui sont évidemment sous-décrits, on n'a pu décrire que quelques registres, et sinon on a privilégié évidemment la numérisation sauvage, enfin ou plutôt sauvage, c'est-à-dire faire de... voilà, là vous êtes aux Archives nationales d'Angleterre, à Kew, enfin de Grande-Bretagne, qui sont magnifiques, puisque si vous n'y avez jamais été, allez-y, en gros quand on vous arrive, on vous prête un appareil photo. C'est même pas qu'on vous autorise à prendre une photo, c'est que si vous n'avez pas d'appareil photo, on vous prête un super appareil photo et le banc qui va avec. Vous voyez ce... Bon. Donc on peut faire entre 1000 à 1500 images par jour, ou même plus, quand on est vraiment acharné. Donc c'est le règne de l'iPhone et de, si j'ose dire, du stockage, je dirais, imparfait, puisque au fond, toute cette numérisation, on ne les met pas en ligne, évidemment, ce serait impossible en termes de droit, mais on les garde en backup pour... derrière notre base de données, qui est en fait une sorte de salle des inventaires, au fond. Et j'en termine par là. Je passe sur l'étape atomisation, la vraie atomisation, c'est-à-dire la mise sous atome de tous les tableaux Excel que les chercheurs ont fournis, puisqu'en fait, évidemment, on ne voulait pas effrayer les personnes qui étaient sur les terrains, parce qu'en plus, ils avaient des cultures archivistiques très différentes. Donc, on leur a juste dit, on leur a donné un espèce de tableau Excel le plus standard possible, et puis, évidemment, ensuite, on a atomisé tout ça. Ça a été notamment le travail de, enfin, mise sous atome de Louise. Et puis, on a aussi recours à à la société Limonade pour mettre en scène tout ça dans un site un peu pas trop refouloir, quoi. Et notamment la question aussi des questions très techniques comme la gestion des différents alphabets, pour qu'on puisse faire des requêtes sur plusieurs alphabets et que ça soit pas voilà, parce que même si tout est en anglais, il y a quand même derrière le back-office, en back-office, les langues d'origine, hein, etc., etc. Bon, avec des choses, je termine, évidemment non réalisées. C'est juste parce qu'il se trouve qu'un des principaux maires de Jérusalem a été, et un des grands acteurs de Jérusalem a été consul ottoman à Bordeaux. Alors bon, c'était le petit quart d'heure bordelais. Voilà. Et ces papiers sont conservés dans une des rares librairies encore ouvertes au sein de la ville, enfin librairie, pardon, bibliothèque. Voilà. Donc pour finir, le site contient donc le vecteur du projet. Là il manque une photo. Des échantillons, alors il ne contient pas la thèse des chartes puisqu'elle vient d'être soutenue, mais on a fait aussi chemin faisant des expérimentations sur des archives plus techniques. On est arrivé à tomber sur les archives de l'imprimerie franciscaine, qui est une des premières imprimeries de Jérusalem, 1847, après les Arméniens. Il n'y avait pas d'imprimerie physiquement dans Jérusalem avant cette date, et c'est des archives un peu techniques. Et là, thèse des chartes, hein, mais oui. Histoire de l'imprimerie, bien là, tac, il y a tous les typographies qui sont conservées, enfin, le rêve, quoi, le rêve total. Voilà. Donc bref, donc magnifique. Bon là, je sais pas, les photos ont sauté, donc bon bah ça tant mieux. Elles reviennent, et je voulais vous montrer un exemple de recherche dans le site pour finir. Non là c'est vraiment l'horreur. Hein. Attends, voilà, parce qu'en principe, si on est connecté, ça devrait aller directement. Pour finir là-dessus, c'est-à-dire sur la présentation. Voilà, ça, voilà. Donc le site, je vous y renvoie pour essayer de naviguer dedans. Donc, il s'appelle voilà, enfin voilà. C'est en fait, évidemment, il y a un mode d'entrée par fond. Il y a toute la cartographie des fonds, et puis en plus on a mis notre base de données bibliographique tant qu'à faire, parce que c'était pas la peine de, justement, alors là justement, mélangeons tout quand on peut le mélanger sur le plan immatériel, là où on ne peut pas le faire sur le plan, voilà, et vous voyez qu'à chaque fois les provenances sont indiquées, bien entendu, et on distingue les lieux de conservation des producteurs.
évidemment, justement pour maintenir cette distinction fondamentale qui est initiale, comme vous l'avez compris, puisque l'idée, c'est qu'il n'y a pas de service d'archives. Voilà. Et puis bon, évidemment, il y a des niveaux de description extrêmement différents, donc c'est absolument pas parfait. Ton écran, mais pas derrière, en fait. Ah, ça. Ah ouais, d'accord. Alors attendez, parce que je sais pourquoi. Attendez, je vais quand même... Ça, on va sortir de ça. On va sortir de ça. C'est parce que tu as remis les dogmes en cause et c'est pour ça que tu es... Voilà, 60 résultats. Uni par l'écran. Ah bah non, bah alors bon, bah alors... L'écran se venge. L'écran se venge, l'écran se venge parce que là, pourtant, j'ai tout fait, mais... Mais c'était la partie à laquelle on peut accéder en... Ah oui, ça c'est openjerusalem.org. Voilà, openjerusalem.org. Et vous pourrez voir les différents fonds finalement inventariés. Donc j'en termine juste vraiment en un mot en disant qu'en effet, au fond, le malentendu, je l'ai dit, a permis d'être créateur dans le sens où plutôt que d'exploiter, il s'est agi d'écrire et finalement même de convaincre le RC qui était... Évidemment, le RC, son premier réflexe, c'est de dire mais c'est pas notre mission de décrire les archives. Mais non, c'est pas l'UNESCO qui ne le fait pas non plus beaucoup. Vous allez me dire, mais bon. Donc, au fond, cette idée même qu'en fait la production du sens n'était pas simplement dans l'identification de la dispersion. J'ai essayé de vous en montrer quelques bribes avec les histoires éthiopiennes. Mais aussi dans simplement le croisement des descriptions, ce qui est le raisonnement historique de base. Puisqu'à défaut de pouvoir croiser les sources, si déjà on croise les inventaires et qu'on évalue le potentiel interprétatif, eh bien, sur une histoire aussi segmentée, alors évidemment, ça marche encore mieux sur une histoire aussi partagée, aussi binaire, aussi complètement, schizophrène, eh bien, au fond, le résultat, c'est une sorte d'hyper-inventaire et qui, de fait, apporte énormément dans la mesure où c'est des données, pour le coup, qui sont en osmanleux et qui font découvrir, ou en plein d'autres langues, ou en arménien, tout d'un coup, eh bien, une histoire de Jérusalem qui n'avait pas d'archives. Voilà. Merci beaucoup et pardon d'avoir été trop long. Le micro aussi se vend, tout le monde se...